Bonjour à tous. Je suis ravi de venir vous présenter les résultats de cette étude exclusive qui est le fruit d'un partenariat entre e-commerce one-to-one et Content Square. Les résultats apportés par la FEVAD mercredi montrent à quel point l'international est un enjeu important dans le développement du e-commerce français. C'est dans ce cadre-là qu'on a voulu analyser les différences de comportement par pays. On vous a remis mercredi une infographie détaillant les différences culturelles d'un pays à l'autre. Premier constat, un Français ne surfe pas de la même façon qu'un Allemand, qu'un Italien, qu'un Anglais, qu'un Américain. Traduire son site ne suffit plus. Il est donc important d'adapter vos parcours de la même façon que vous adaptez votre cadre juridique, que vous adaptez votre cadre logistique à l'étranger en adaptant l'expérience utilisateur et l'ergonomie. Quelques mots sur Content Square et la méthodologie utilisée. Nous sommes spécialistes de l'analyse et l'optimisation des parcours web et mobile, avec pour objectif d'améliorer vos interfaces et d'augmenter vos taux de conversion. Cela se traduit par une gamme de solutions et des services associés permettant de vous délivrer des recommandations et de personnaliser des parcours. C'est dans ce cadre-là que nous avons déployé une de nos solutions qui permet de suivre le déplacement de la souris des utilisateurs et d'enregistrer plus de 150 millions de sessions internautes sur plus de 30 sites internationaux dans 8 pays, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine et la Russie, avec des données inédites comme le mouvement du curseur, le taux de scroll, le taux d'activité, le temps d'hésitation. Je vous propose que tous ensemble, on fasse un tour du monde des spécificités locales et on va démarrer par l'Allemagne. Les Allemands ont tendance à se concentrer 5 fois plus sur les éléments de réassurance que les Français. Donc ils interagissent beaucoup plus avec les éléments de réassurance. Preuve en est, plus d'un Allemand sur 5 lit les conditions générales de vente, alors que nous, Français, n'imaginons pas imaginer les lire. Alors ça s'explique par un cadre juridique où le retour gratuit et inscrit constitutionnellement en Allemagne, j'ai toujours rêvé de caler ce mot constitutionnellement dans une conférence. Ce qui fait que quand un Allemand va commander 2 produits, il va en renvoyer un. Voyons un cas d'application concret sur une page panier. En 1, le Français va aller sur le produit, le prix, et il achète. Quand on regarde la même page panier en Allemagne, en 1, il va aller lire les éléments de réassurance. En 2, il va aller sur les conditions générales. En 3, sur les éléments de livraison. Et en 4, sur les conditions de retour, avant même de s'intéresser aux produits. Ils sont fous un peu, hein, ces Allemands. Quittons l'Allemagne pour partir en Chine. Alors, pour vous donner à peu près un ordre d'idée, la taille d'une fiche produit en France varie entre 2000 à 3000 pixels. La taille d'une fiche produit en Chine est de plus de 2 mètres. Si vous alignez et vous imprimez toute une fiche produit, vous allez voir que vous allez avoir des pages qui sont 10 fois plus longues qu'en Europe. Pour vous donner un ordre d'idée, 100 pixels, ça fait 2,6 cm. Donc il faut des pages très très longues en Asie. Excusez-moi, je fais des allers-retours, mais on va y arriver. Et il y a des explications fortes à ça. En France, on a un alphabet de 26 caractères. En Chine, on a un alphabet de 5000 caractères. Les Chinois ont une appétence du coup à consommer beaucoup plus d'informations et les temps de chargement poussent à mettre beaucoup plus de contenu. Ce qui fait que quand en moyenne un Français voit 2 à 3 images sur une fiche produit avant d'acheter, un Chinois en voit 20. Il est donc important d'adapter les fiches produits pour permettre au public chinois de consommer beaucoup plus d'informations. Ils scrollent d'ailleurs davantage et ils ont besoin de tous ces éléments d'information avant de décider d'acheter. Quittons la Chine pour arriver dans notre beau pays français. J'aimerais savoir qui est français dans la salle, si vous pouvez lever la main. Ok, tout le monde, vous êtes tous des radins. Vous êtes tous des radins, nous sommes tous des radins. Et pour cause, ce qu'on constate sur le comportement des Français, c'est que la première chose qu'ils font sur des listes produits, c'est qu'ils commencent à filtrer par le prix. Et que la notion de prix est primordiale dans l'acte de décision en France, d'où l'importance de mettre les prix en avant.
Let's talk in English for the USA. Non, je vais plutôt parler en français, ça va faire du bien à toutes ces mains levées. En France, on voit beaucoup le référencement naturel qui amène directement vos internautes sur les fiches produits. Ce qu'on constate, c'est qu'aux États-Unis, c'est différent. La home page est une étape importante dans le parcours de l'utilisateur, au point qu'il revienne plus de 2 fois dans sa session pour pouvoir acheter. Donc, il utilise la home page comme un élément de navigation. C'est différent en Russie, où là, c'est le menu qui a beaucoup d'importance dans le parcours de l'utilisateur. Les Russes utilisent beaucoup le menu de navigation pour pouvoir arriver dans le tunnel d'achat. Ils se concentrent essentiellement sur les informations primordiales et ils essayent d'acheter vite. Et pour cause, ils payent directement en cash à la réception. Ça peut nous sembler farfelu en France. C'est comme ça que ça se passe en Russie. Du coup, les paiements one-click et le paiement en cash doivent être mis en avant. Allons au pays de la pizza. Alors, au pays de la pizza, qu'est-ce qu'on fait ? On constate que l'internaute italien va revenir de nombreuses fois avant d'acheter, encore plus que n'importe quel pays, et il va utiliser la fonction d'ajout au panier comme une sorte de wish list où il met ses produits de côté pour pouvoir y revenir. Donc il est très important de pouvoir donner cette faculté de mettre de côté et d'ajouter aux favoris l'ensemble des produits pour faciliter l'achat en Italie. Bon, je vais essayer de garder une élégance british, comme le recommandait tout à l'heure Guillaume de chez Oscaro, et d'être très straight to the point, comme le public anglais, qui sont très matures dans le e-commerce. C'est le pays le plus mature d'Europe. Ils sont les internautes qui naviguent le plus rapidement en Europe, d'où la nécessité de leur donner les informations principales en haut de page directement pour pouvoir acheter. L'Espagne, c'est différent. En Espagne, on constate des taux de conversion faibles, en tout cas les plus faibles, notamment dans le textile en Europe, ce qui n'empêche pas qu'il y a une dimension clé dans la décision d'achat de l'espagnol, c'est la recommandation sociale. C'est tout ce qui concerne les avis, les reviews, les forums, les recommandations de l'utilisateur. C'est clé pour décider d'acheter. On voit que dans le parcours utilisateur, il passe par cette étape-là avant d'acheter. Donc, il est important de proposer des témoignages clients et des widgets sociaux. Ce qu'on constate, c'est qu'on a 2 types de stratégies pour développer l'international chez nos clients. Des stratégies à la click and mortar, où on a une marque mondiale, où on ne peut pas se permettre d'avoir des sites complètement différents dans chacun des pays. Et la deuxième stratégie, qui va être souvent une stratégie utilisée par les pure players, on va avoir une différenciation forte dans chacun des pays, parce qu'ils arrivent dans ces pays comme de nouveaux acteurs. Il n'y a pas de recette miracle. En revanche, il est vraiment important de comprendre que la base, effectivement, c'est de traduire, mais ensuite de localiser et d'adapter vos parcours. C'est ce qui nous permettra demain d'avoir des leaders français à travers le monde entier. Et je vous recommande vivement de partir à la conquête du monde. On a parlé beaucoup d'Europe, d'États-Unis, de Russie. Je vous propose de continuer sur le e-commerce international, sur l'Afrique, et d'accueillir Sacha de Rocket Internet, qui est le CEO France et Afrique d'AIG. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois que dans ton étude, il n'y a pas encore l'Afrique. Non, on a des choses à faire ensemble certainement là-dessus. Bon, j'ai la lourde tâche de conclure ce beau week-end, enfin ce beau week-end, cette belle semaine, on n'est que vendredi, le week-end va commencer. Et je vais vous demander de faire un effort mental assez important parce qu'il faut que vous vous projetiez de Monaco à Lagos, ce qui est mentalement très compliqué, je pense, parce que l'environnement est tellement différent. Mais je vais vous raconter en quelques minutes ce qu'on fait en Afrique, en espérant que ça vous inspire et que ça vous permette de mieux comprendre ce qui se passe là-bas, parce qu'il se passe quelque chose de vraiment spécial sur ce continent. Je vais parler de 5 choses. Je vais vous expliquer qui on est, ce qu'on fait en Afrique pour que vous puissiez bien situer. Je vais vous expliquer pourquoi l'Afrique, pourquoi on a décidé de le faire. Ensuite, je vais vous raconter comment on le fait, parce que c'est quand même intéressant de savoir comment le e-commerce est en train de s'opérer là-bas. Et ensuite, je vais vous donner quelques perspectives sur la vision qu'on a du futur et en quoi le e-commerce est en train de révolutionner plus que le e-commerce et plus qu'Internet. Donc, notre mission,
de ce groupe qui s'appelle Africa Internet Group, c'est de donner des opportunités aux business africains et aux consommateurs africains d'interagir ensemble et de faire du business ensemble finalement. On a aujourd'hui chez Africa Internet Group, je vais passer d'abord sur cette page, 9 filiales qui sont tous les business Internet que j'appelle moi des slam dunk d'Internet, qui sont des certitudes absolues de succès et qui répondent à des besoins certains des consommateurs. Ces business-là, c'est du e-commerce, c'est des petites annonces immobilières, c'est des petites annonces pour des voitures, c'est un site de recherche d'emploi, c'est un site de réservation d'hôtel, c'est un site de commande de restaurant, c'est un site de commande de taxi. Donc c'est des services qui permettent à des acteurs locaux africains, donc des agences immobilières, des restaurants, des hôtels, des distributeurs, de rencontrer des consommateurs africains qui, eux, ont besoin de ces services-là. Donc on est présent aujourd'hui dans 25 pays d'Afrique. Vous voyez sur la carte, c'est les pays qui sont de couleur foncée. Donc on est en Égypte, au Maroc, en Algérie, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Tanzanie, etc. etc. Je reviens sur une page ici qui est importante. Nos partenaires et les gens avec qui on travaille, et les business avec qui on travaille, ce sont des hôtels, ce sont des taxis, ce sont des distributeurs, ce sont des restaurants, des agents immobiliers. Donc on est finalement en lien avec tout le tissu économique de l'Afrique, et toutes les PME et tous les gens qui font du business en Afrique sont en train de travailler avec nos sites, à part bien sûr les grandes multinationales d'infrastructures ou d'énergie. Pourquoi est-ce qu'on est allé en Afrique? La première chose, c'est que l'Afrique, c'est le dernier territoire qui soit vraiment vierge et qui soit vraiment un territoire avec une taille d'opportunité qui est immense en fait. Il y a 1 milliard d'habitants en Afrique, il y avait 1 milliard d'habitants en Chine il y a quelques années, donc c'est quelque chose qui est comparable. Il y a 84% des personnes qui sont maintenant équipées d'un mobile et qui sont en train de s'équiper de smartphones. Il y a un décalage, et ça je vais y revenir dans quelques minutes, entre l'offre et la demande. Quand on regarde la part du retail et le nombre de mètres carrés de retail par habitant en Afrique et aux US, on a un rapport de 1 à 100. Et donc les Africains n'ont pas accès à du retail. N'ont pas accès à du retail, alors que bien sûr dans le monde développé et dans les pays développés, il y a un accès au retail qui est très important. La population va grandir de 20% entre maintenant et 2018. La pénétration d'Internet est en train d'augmenter de 52% par an, etc., etc. Je ne vais pas vous barber avec trop de chiffres. Les smartphones sont en train de pénétrer la population et tout le monde est en train de s'équiper d'un smartphone. Toutes ces choses-là, je pense que c'est des choses que vous saviez, mais c'est plus un rappel qu'autre chose. Laissez-moi vous parler quelques minutes de l'opportunité du e-commerce en Afrique. Il y a un décalage qui est structurel entre l'offre et la demande en Afrique. Je pense que beaucoup d'entre vous voyagent, et il suffit de voyager dans les terminaux qui servent les destinations africaines pour constater que tous les gens qui sont africains et qui partent en Afrique se baladent avec des tonnes de marchandises, ramènent des valises entières de produits, parce qu'il y a un problème d'offre dans leur pays. Pas parce qu'il y a un problème de demande. La demande, elle est en train de grandir, la classe moyenne, elle est en train de grandir, mais il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement structurel et qui va ne faire que s'accentuer dans le futur. Pour ouvrir du retail en Afrique, qu'est-ce qu'il faut? Et pas qu'en Afrique d'ailleurs. Il faut une surface, il faut du terrain, il faut pouvoir acheter du terrain. Essayez d'acheter 10 000 m² de terrain en Afrique. Bon courage. Il va vous falloir des années, il va vous falloir des bons avocats, il va vous falloir il va vous falloir passer par des batailles et par des discussions avec beaucoup de propriétaires qui vont faire du claim. Et là, on parle que de 10 000 m². 10 000 m², c'est rien. Donc, c'est très compliqué d'avoir accès à de la surface. Le financement est bien sûr très compliqué. Essayez de financer un projet de retail en Afrique et vous verrez que c'est très difficile parce que c'est très risqué. Et vous verrez peu de financement ou alors vous trouvez du financement qui est très cher. Les infrastructures, donc les routes, construire un parking, avoir des camions qui approvisionnent et qui replenishent tous les jours des magasins, c'est très compliqué. Et enfin, opérer un magasin au quotidien avec les problèmes électriques, avec les problèmes d'accès, avec les problèmes qu'il peut y avoir, c'est très, 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 très compliqué. Donc on se retrouve dans un monde où le retail ne va pas se développer.
c'est pas possible. C'est simplement pas possible. Il faudra à l'Afrique des dizaines d'années pour pouvoir régler les problèmes que vous voyez ici. Et pendant ce temps-là, il y a une classe moyenne qui cherche des produits et qui a besoin de consommer. Donc l'opportunité du e-commerce et la part du e-commerce dans le retail, on est convaincu qu'elle va être beaucoup plus élevée qu'aux US ou qu'en France ou qu'en Angleterre ou que dans les pays développés de façon générale. Parce qu'il y a juste un décalage qui est structurel et qui n'est pas momentané et qui ne va faire que s'accentuer avec le futur. Donc l'opportunité pour le online, elle est immense. Je ne sais pas si ce sera 50% ou si ce sera 70%, mais il est clair que ce sera beaucoup plus élevé que dans les pays développés. Si on regarde ce qui s'est passé avec le mobile, il va se passer exactement pareil avec Internet. Les Africains sont passés de pas de téléphone au smartphone. Nous, on est passé à pas de téléphone à une ligne fixe. On est passé de une ligne fixe à un petit téléphone portable qui permet juste de téléphoner, puis un téléphone portable un peu mieux, puis un smartphone. Les Africains, ils sont passés de rien au smartphone. Donc pour eux, c'est normal. Et le smartphone a complètement leapfrogué toute l'industrie de la téléphonie et a complètement révolutionné ça. Il n'y aura jamais de ligne fixe en Afrique. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais parce qu'il n'y en aura jamais besoin. Le retail, bien sûr qu'il va y en avoir un peu, mais il y en aura beaucoup moins à cause des problèmes que j'ai mentionnés. À Lagos, il y a 25 millions d'habitants. Il y a 2 malls. J'ai parlé avec un fonds d'investissement récemment là, que j'ai rencontré. Ils ont le plus gros projet et le projet le plus ambitieux qu'ils aient, c'est d'ouvrir 10 supermarchés de 500 mètres carrés pour 25 millions d'habitants. C'est le projet le plus ambitieux. Il m'a dit c'est le projet le plus ambitieux de retail de Lagos, c'est ça. Donc cette pression-là, elle ouvre une voie énorme pour le e-commerce si on arrive à exécuter. La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est qu'il y a énormément d'Africains aujourd'hui, et vous connaissez, je n'ai pas montré le chiffre, mais la part des jeunes dans la population est très importante, qui font leur premier achat online et qui achètent leur première télé ou leur premier téléphone ou qui achètent, et pour eux, le online, c'est normal. Là où nous, et on fait toujours, pour nous, aller dans un magasin, c'est naturel, pour eux, aller online et faire un achat online, ça va être naturel. Donc la barrière, elle va être complètement ignorée par le consommateur africain qui, pour lui, la norme, ce sera de faire son shopping online et aller dans un magasin, ce sera l'expérience un peu exceptionnelle dans le cas où c'est rendu possible. Pour y arriver, quelques éléments sur comment on y est arrivé. Alors bien sûr, beaucoup de challenges en Afrique, vous pouvez vous en douter. C'est un pays c'est un continent, c'est une somme de pays où il faut être prêt à relever beaucoup de challenges. Juste pour vous donner quelques idées, bien sûr qu'il n'y a pas de banque et qu'il y a peu de cartes bancaires en Afrique. Donc nous, on opère 95% de notre business avec du cash on delivery. Donc concrètement, on a notre livreur qui vient à la porte et qui réalise la transaction avec le client. Ça a permis de créer la trust, bien sûr, avec tous les clients qui se demandaient s'ils allaient pouvoir réaliser un achat. Donc on les a convaincus très facilement avec ce principe de cash on delivery. Et aujourd'hui, c'est ce qui permet d'assurer le développement. Sans cash on delivery, il ne faut même pas essayer de lancer quoi que ce soit en Afrique, ça ne sert à rien. Ça mettra le temps que les banques arrivent à équiper le continent. Donc si vous voulez suivre la croissance des banques, vous pouvez y aller avec du paiement. Si vous voulez suivre la croissance du e-commerce, il faut faire du cash. Logistique, bien entendu, il faut être prêt à get your hands dirty. Donc on a des entrepôts partout. On a notre propre flotte de livraison dans toutes les grandes villes. Dans toutes les régions qui sont un peu plus reculées, on a des partenariats avec des partenaires logistiques qui sont des entrepreneurs principalement, qu'on forme et qu'on aide et qu'on forme aux standards du e-commerce. Et donc on a créé notre flotte de livraison qui permet de livrer l'ensemble des villes de tous les pays. L'accès à Internet, bien sûr, c'est un challenge qui existe et qui est réel. Ça, je vais vous raconter une anecdote un peu plus tard sur ça. L'éducation, évidemment. L'éducation, c'est l'éducation de nos équipes, mais c'est aussi l'éducation de nos partenaires. Quand on a un distributeur qui ne connaît rien à Internet et qui est habitué à travailler simplement avec des grossistes, il faut lui expliquer. Donc il y a un gros travail d'éducation. Si on n'a pas envie d'éduquer ses partenaires, il ne faut pas aller en Afrique. Il ne faut pas se dire que les gens vont pouvoir savoir répondre à vos attentes et savoir travailler du jour au lendemain avec vous. Et bien sûr, le talent qui est une ressource rare et qui est une ressource rare partout. Tout le monde, je pense, dans cette salle a ça dans son agenda, de recruter des meilleurs talents. Mais c'est vrai qu'en Afrique, il y a aussi moins de talents, on va dire, disponibles par rapport aux pays développés. Donc,
C'est un gros challenge qu'il faut être prêt à relever si jamais vous avez envie de vous développer en Afrique. 2-3 idées sur comment tout ce qu'on est en train de faire, je pense, est en train de créer une nouvelle voie sur la façon dont on fait le business. La première chose, c'est que la notion de e-commerce et la notion de commerce, je pense, en Afrique, ne fait pas de sens. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. On a aujourd'hui à peu près 30% de nos commandes qui sont passées par téléphone ou par SMS. Est-ce que c'est être un business online? Je ne sais pas. Les gens nous appellent et nous disent « je voudrais acheter des chaussures », ils vont sur le site, ils choisissent et ils passent leur commande. On a au Nigeria un programme où on a recruté à peu près 10 000 personnes qui sont des vendeurs Jumia. Ces personnes-là, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, toutes les telecommunication companies, donc les opérateurs télécoms, leur distribution, c'est des parasols, ça s'appelle les umbrellas. Et donc, ils ont des parasols et ils ont des gens qui sont sous des parasols et qui vendent des cartes à gratter avec des minutes pour le téléphone. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait faire pareil et qu'on allait pouvoir créer finalement une Salesforce qui sont des magasins ambulants, si vous voulez, qui sont les représentants de Jumia. Et donc, on est en train de couvrir tout le territoire avec une stratégie de couvrir, bien sûr, des villages, etc., etc. Et ces personnes-là, c'est des supermarchés ambulants qui ont une tablette, qui sont formés et qui, finalement, ont leur clientèle. Donc, ils sont bien sûr rémunérés à la commission. Et c'est une channel d'acquisition qui, là-bas, est complètement naturelle et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. La troisième voie, c'est qu'on est en train d'équiper n'importe mom-and-pop store qui vend du Coca-Cola. Pourquoi ce magasin ne deviendrait pas un supermarché aussi? Pourquoi est-ce qu'on ne lui mettrait pas une tablette? Pourquoi est-ce qu'on ne lui mettrait pas un vendeur Jumia qui, lui permettrait d'avoir plus de clients, plus de trafic et faire plus de business, et nous permettrait de trouver plus de clients? Donc, la notion de est-ce qu'on est un site, est-ce qu'on est un magasin, est-ce que tout ça, c'est les spécialistes qui aiment bien passer du temps à dire oui, le e-commerce, etc. Mais nous, on le voit au quotidien. En Afrique, il n'y a aucune différence dans la tête des gens. Jumia, c'est juste une façon d'acheter et c'est juste une façon de trouver des produits. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental et les marques qui travaillent avec nous commencent à comprendre ça et commencent à réaliser que dans la tête des gens, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence et c'est la même chose. Le deuxième aspect, c'est l'accès à Internet. J'ai fait récemment un consumer group en Côte d'Ivoire et puis il y avait un client qui, je pense qu'il l'avait invité pour ça, mais qui avait commandé 20 fois sur les 30 ou 45 derniers jours. Et donc je lui dis, déjà merci. Et qu'est-ce que vous faites avec tous ces produits? Est-ce que vous avez peut-être un petit business à côté? Parce qu'il y a plein de gens qui commandent et qui ont des prix bas et qui en profitent pour les revendre, etc. Donc chacun fait ses affaires. Et puis il me dit non, mais pas du tout, du tout. En fait, dans mon entreprise, il y a qu'un seul ordinateur et c'est moi qui l'ai, j'ai créé un compte et tout le monde vient commander depuis mon compte. Ça rend le CRM assez compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous les gens qui passent leur temps à dire oui, c'est quoi la pénétration d'Internet, etc., on s'en fiche, je vais être poli. On s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Les gens qui veulent trouver des produits et qui savent qu'ils peuvent le trouver sur Internet, ils trouveront le moyen d'y arriver. Le vrai taux d'accès à Internet des pays émergents, et c'est pas vrai que pour l'Afrique, c'est vrai pour tous les pays émergents, c'est les gens qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un qui a Internet. C'est-à-dire 99% des gens. Dans tous les villages d'Afrique, il y a quelqu'un qui a un smartphone et si quelqu'un doit aller faire un achat ou trouver le moyen d'aller sur Internet, il sera sur Internet. Donc, je pense que les entreprises, de façon générale, qui se disent « oui, mais la pénétration d'Internet au Kenya, c'est que 10%, donc le marché adressable, c'est 10% fois 40 millions, fois etc. » Ils se trompent monumentalement parce qu'ils oublient qu'il y a une classe moyenne qui fera tout ce qu'elle a à faire pour avoir accès à Internet et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un ordinateur à la maison ou qu'on n'a pas la 4G ou qu'on n'a pas la fibre dans son entreprise qu'on n'ira pas sur Internet et qu'on ne fera pas des transactions sur Internet. Et nous, on le voit tous les jours. La troisième chose, c'est que les marques et les distributeurs qui sont en train de gagner l'Afrique, c'est les marques qui ont compris que la stratégie, il fallait l'inverser. Il y a des marques qui ont commencé en Afrique, Nike par exemple, au Nigeria. Ils ont ouvert un flagship store. Je pense qu'ils ont mis au moins déjà 15 millions d'euros dedans en peut-être 6-7 ans. Ils ont dû dépenser 2 millions à trouver le terrain et à refurbish le store pour que ce soit aux normes de Nike.
il y a 10 visiteurs par jour et il faut entretenir, il y a du stock, etc. etc. C'est un gouffre. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas touché les Nigérians, ils n'ont pas réussi à créer une marque, ils n'ont pas créé plus que ce qu'ils font via leur présence internationale. Ceux qui réussissent, et les marques qui vont réussir en Afrique, c'est celles qui ont compris qu'il faut créer l'histoire de la marque, elle va se créer online, et le retail va venir ensuite accompagner cette histoire de la marque. Les marques qui se disent, oui, il va falloir qu'on ouvre une première boutique, puis une deuxième boutique, puis une troisième boutique, dans 30 ans, elles seront toujours nulle part. Elles seront toujours nulle part parce que économiquement, c'est impossible. Personne ne peut justifier un PNL où pendant 5 ans, on a des boutiques qui coûtent des centaines de milliers d'euros et qui vendent quelques produits par jour. Par contre, un PNL où on a une boutique en ligne sur Jumia ou une boutique en propre ou sur une marketplace ou que sais-je, qui est opérée et qui permet de construire la marque, qui permet d'amener au consommateur africain la présence de la marque, lui raconter l'histoire, lui donner la visibilité sur les produits et lui permettre de s'apprivoiser la marque, et ben ça, c'est des histoires qui commencent à être écrites. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui entrent en Afrique via Jumia, de la même façon qu'elles le font en Chine avec Tmall, parce qu'elles ont une logique de dire, dans 10 ans, il faudra qu'on soit en Côte d'Ivoire, il faudra qu'on soit en Éthiopie, il faudra qu'on soit au Kenya, il faudra qu'on soit dans tous ces pays-là, il faudra qu'on soit au Nigeria. Et dans 10 ans, quand on va arriver là-bas et qu'on mettra 1 million d'euros sur la table pour construire 2 boutiques et pour s'implanter dans du physique, eh ben ça fera 10 ans que tout le monde nous aura vus sur Jumia, ça fera 10 ans que les consommateurs connaîtront nos marques et connaîtront nos produits. Et entre-temps, on aura compris le marché, on aura appris à travailler notre assortiment, on aura appris à comprendre le consommateur. Et je pense très sincèrement que c'est ces marques-là qui gagneront des parts de marché et c'est elles qui seront les leaders en Afrique demain. Et encore une fois, 1 milliard d'habitants, pas d'offres, une demande, c'est le genre d'opportunité qui n'existe plus et qui n'existera plus, avant un certain temps. Donc c'est une très belle histoire, on est très heureux d'avoir la chance de réaliser ça. Voilà, c'était l'histoire de ce qu'on fait en Afrique. J'espère que c'était intéressant et enrichissant. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je peux répondre à toutes vos questions. Non, très sincèrement, nous on travaille avec des distributeurs locaux qui savent, qui eux-mêmes travaillent avec des prestataires qui savent dédouaner. Donc toute la partie qu'on traite avec les distributeurs locaux qui sont déjà présents en Afrique, on traite avec des produits qui sont déjà dans le pays. Et ensuite, quand on travaille avec des marques étrangères, eh ben, on les met en relation avec un distributeur qui sait traiter cette catégorie-là et c'est de l'export très classique. Et ensuite, le produit est dans le pays et nous, on le retail dans le pays. Si vous voulez faire de l'expédition produit par produit, ça, c'est un peu compliqué. Ça dépend des pays, mais toutes les marchandises rentrent partout. On trouve de tout partout. Donc, il faut juste avoir le bon distributeur. Et donc, nous, maintenant, on les connaît puisqu'on vend toutes leurs catégories, mais c'est vraiment pas un problème. Pas du tout. La question, c'était sur le problème douanier. D'accord. Juste une question, Sybille Denis, Lyra Network, Payzen. Comment vous gérez, par exemple, au Nigeria, l'aspect sécurité sur le cash on delivery? Ouais. C'est une somme de choses. On le gère déjà en traitant très bien nos drivers. Donc ça commence dès le recrutement. Pour recruter un driver chez nous, donc quelqu'un qui va manipuler des produits et se balader avec du cash, il faut qu'il soit recommandé par plusieurs drivers. Il a une Kalachnikov? Pardon? Est-ce qu'il a une Kalachnikov? Non, il n'a pas de Kalachnikov. Non, il n'a pas de Kalachnikov. Il n'a pas de Kalachnikov. Il ne faut pas se faire non plus une idée. L'Afrique, c'est pas. Mais l'Afrique, c'est grand. Il y a différents pays, c'est pas du tout les mêmes. Hein. Exactement. Donc, non. Les drivers, c'est des gens qui on les envoie avec un mix de produits et ensuite ils sont recommandés par d'autres drivers. Donc finalement, c'est une communauté qui travaille ensemble et on a très peu de problèmes. Il arrive que des drivers il est arrivé quelques incidents, mais jamais un driver a eu 2 fois un incident. Parce qu'ils savent que si un driver commence à frauder, il va mettre en péril les personnes qui l'ont recommandé. Donc c'est un système interne de recommandation.
Et ensuite, c'est des gens, vous savez, quand on travaille pour Jumia et qu'on est livreur, il y a aussi une fierté. C'est des gens qui font partie d'une équipe et c'est des gens qui sont tout simplement honnêtes, point. Donc ça, c'est la partie gestion des ressources. Ensuite, on a des véhicules qui sont brandés, donc des véhicules qui se baladent avec les produits. Et dans certains quartiers et certaines zones, on livre avec des véhicules qui sont banalisés pour pas que les gens, ou des motos qui sont banalisées pour pas que les gens mal intentionnés sachent que ça, c'est un véhicule qui peut contenir des iPhones et des produits de valeur. Mais quand on a créé ce système-là, finalement, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et surtout, le consommateur africain, la réalité, c'est qu'il n'a aucune envie d'utiliser des paiements électroniques. Aucune. Il n'a aucun incentive. Ça va venir, mais ça prendra énormément de temps. Aujourd'hui, déjà, il passe la première barrière qui est d'acheter online. Ensuite, il faudra lui faire passer la deuxième barrière qui est de payer online. Il faut y aller étape par étape, je pense. Oui ? Oui. 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 Alors, on a plusieurs de nos sites, en fonction des pays et de la pénétration des paiements de méthode mobile, sur lesquels on a intégré cette méthode de paiement. Mais un peu, comme je le disais là, les Africains, ils n'ont pas envie de payer en mobile money. Tout le monde a envie de les faire payer en mobile money, ça c'est sûr. Toutes les banques, tous les telcos et tous les moyens de paiement rêvent de mettre les Africains sur le mobile, mais les Africains n'en ont pas envie. Il va falloir leur donner un incentive. Le premier incentive, c'est qu'il faut leur faire des achats online. Après, le mobile money, ça ne s'arrête pas aux achats online, ça peut être plein d'achats offline, et on le voit bien au Kenya avec M-Pesa, ils ont réussi. Mais la première chose, pour nous, c'est déjà de leur faire des achats online, et ensuite, on leur donnera le bon incentive pour faire des achats online avec leur méthode de paiement mobile. Donc, la réponse, c'est oui, on en a plein de méthodes de paiement mobile, mais c'est très confidentiel aujourd'hui. En termes de volume, c'est rien. Et en termes de valeur ajoutée pour le client, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais ça va venir. Oui. En termes de chiffre d'affaires, alors, on ne communique pas trop dessus parce que nos actionnaires sont tous des sociétés cotées qui... cette année, ce sera plusieurs centaines de millions d'euros. C'est ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire. Mais c'est le plus gros pays. C'est la plus grosse économie d'Afrique, 200 millions d'habitants, c'est le plus gros GDP, donc c'est le plus gros pays pour nous. Ouais. Oui, alors la question c'est sur le positionnement prix. Grosso modo, le prix, nous on veut alors on a deux sites, je ne vais pas rentrer trop de technique, mais on a le site Jumia, qui est vraiment comme Tmall, et ensuite on a un site qui s'appelle Kaimu, qui est plus comme Taobao. Sur Jumia, on veut vraiment donner la possibilité aux marques et aux distributeurs de développer leur stratégie. Donc ça inclut bien sûr leur stratégie de communication, leur stratégie de branding, etc., mais aussi leur stratégie prix. Donc au final, on est moins cher que le offline, mais il faut dire aussi que le offline se gave en Afrique. Donc les prix du offline sont très élevés, il y a énormément de marge parce qu'il y a énormément d'intermédiaires et énormément de gaspillage dans le cost to serve sur le offline. Donc les prix ont tendance à être plus bas, donc on est moins cher que le offline, mais tout en respectant la stratégie des marques. Donc au fond, nous on ne veut pas influencer trop les marques, on veut que les volumes se développent pour elles, mais dans leur stratégie de marque. On n'est pas là pour casser leur marché, et on veut leur donner le contrôle sur les produits qu'ils vendent et sur les marques, sur les prix. Donc au final, on est positionné en dessous du offline, mais c'est pas très compliqué parce que le offline vraiment il est ridiculement élevé. Et par contre sur Kaimu, là, c'est plus agressif, mais c'est parce que c'est les vendeurs eux-mêmes qui sont plus agressifs, et là, on est très largement en dessous du prix offline, de l'ordre de 15 à 20%. Ouais, alors, je refais une avec micro. Il y a une catégorie de produits, il y a des catégories de produits sur lesquelles la demande est beaucoup plus importante que l'offre, et d'autres où... Ouais, il y a les grandes catégories, c'est le téléphone mobile, c'est le fashion. Vraiment le fashion de base, les vêtements et les chaussures. Ça, c'est les deux grosses catégories qui sont vraiment les catégories clés. Après, il y a beaucoup de...
Après, c'est varié. Mais ça va du food. Le food marche très bien. Tout ce qui est beauté, accessoires de bien-être, de sport, etc. Les Africains, ils aiment beaucoup. Enfin, je généralise un peu parce que l'Afrique, c'est énormément de pays, mais ils aiment beaucoup. Ils ont beaucoup de sous-vêtements qui tiennent le dos, etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont des catégories de santé, bien-être, entre guillemets. Pas mal de beauté, beaucoup de parfums, de lipstick et de maquillage et autres. Donc, c'est assez classique, j'ai envie de dire, quand on regarde le mix par rapport à ce qu'on voit, nous, dans les pays émergents en Asie, c'est assez classique avec les pays émergents. Donc, beaucoup d'électronique, fashion, et après, c'est un mix de tout. Un mix de tout. Et les paniers sont très élevés. Hein. Le panier au Nigeria, c'est quasiment 100 €. C'est étonnant, ça. Petite question, est-ce que c'est... Tout droit, là, en fait. Bonjour. Très belle intervention, merci, déjà. Merci. Et est-ce que c'est réservé à une catégorie de population? Non, c'est ça qui est bien, c'est que quand à chaque fois que je vais dans un pays, je rencontre des clients. Les clients, c'est la vraie classe moyenne. Vous savez, les Africains très riches, ils font leur shopping au bon marché, ils font le shopping chez Harrods et sur la 5e avenue, et Jumia, pour eux, c'est pas cool. Eux, ils font leur shopping au bon marché, ça, c'est cool. Les vrais clients, c'est les gens qui travaillent. C'est les comptables, les commerciaux, les gens qui travaillent dans les bureaux, les gens c'est toute cette population-là, c'est la vraie classe moyenne. Quand on voit moi, ça m'arrive aussi de suivre en tournée un livreur pour aller voir qui il livre. Il livre la classe moyenne, il livre des gens qui vivent la vraie classe moyenne. Donc les gens qui travaillent et qui ont besoin de s'acheter des chaussures, une télé, un frigo, une bouteille de champagne une fois par an. C'est la classe moyenne. La classe moyenne. L'élite, de toute façon, elle fait ses courses en Europe ou aux US. Donc c'est ça qui nous rend, nous, très fiers et aussi très, on va dire, confiants sur la suite, c'est que on ne s'adresse pas aux 0,01% des Africains qui peuvent s'acheter un téléphone à 500 €. On s'adresse à la classe moyenne. Et la classe moyenne, c'est aussi, enfin, je pourrais vous en parler jusqu'à minuit, mais vous savez, en France, qu'est-ce qu'on fait? En France, enfin peut-être plus maintenant, mais en France, il y a quelques années, on achetait d'abord un appartement. Maintenant, c'est un peu plus dur. Mais en tout cas, on achète d'abord une voiture. Ensuite, on achète un frigo, une machine à laver. On s'équipe avec une certaine chronologie. En Afrique, le premier achat qu'on fait, c'est un téléphone. Avant toute chose. Avant un frigo, avant même une télé, le premier achat, quand on a 500 € de côté ou quelques centaines d'euros de côté, c'est un téléphone. Avant toute chose. Donc, la classe moyenne, elle a de l'argent et elle le place de façon différente, on va dire, de ce qu'on peut observer dans les pays plus développés. Et parmi la carte africaine, quels sont les pays majeurs pour Jumia? Alors, Nigeria, Égypte, Maroc, Kenya, Côte d'Ivoire et Afrique du Sud. Donc, Nigeria, plus gros pays, et ensuite 5 pays qui se suivent à peu près. Donc, Kenya, Côte d'Ivoire, Maroc, qu'est-ce que j'ai dit? Kenya, Côte d'Ivoire, Maroc et Afrique du Sud, qui se suivent et qui sont assez proches. Et après, on a lancé il y a à peu près 9 mois toute une autre série de pays, mais qui sont très prometteurs. Cameroun, Ghana, Tanzanie, Ouganda. L'Ouganda, c'est très prometteur. Là, on vient de lancer l'Algérie, l'Angola, qui vont, je pense, rattraper les autres pays tranquillement. Mais pour l'instant, en tout cas, on a les Big Five, entre guillemets. Mais le Nigeria, c'est un marché en soi qui suffit à justifier une strategy entry pour l'Afrique. Pour n'importe quelle marque, une marque qui n'est pas au Nigeria, le Nigeria, ce sera le 4e ou 5e pays le plus peuplé au monde dans 10 ans. Si vous n'êtes pas au Nigeria, vous manquez juste un énorme pays émergent. C'est inconcevable pour une marque globale de ne pas être au Nigeria, à mon avis. Good. Week-end alors. Bon. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Chacha. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un bon retour. Je vous informe que les navettes sont en place à partir de 16h. Elles tournent jusqu'à 19h pour les retours sur l'aéroport. Et puis pour ceux qui restent avec nous pour le post-event, on vous attend à partir de 20h30 au Fairmont.
Voilà, bonne soirée, bon retour. Merci.